France Culture, il est 17h. Chaque samedi, je vous propose d'écouter des grands classiques de la littérature française, des textes de notre patrimoine littéraire, lus dans la voix de grands comédiens pour En français dans le texte. Écoutez et révisez pour les moins de 18 ans des œuvres au programme du baccalauréat, analysées avec le savant concours des professeurs de l'éducation nationale. Aujourd'hui, Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Et dans une demi-heure, après ce voyage extraordinaire, rendez-vous sur la scène du Théâtre de la Ville avec Rachid Santaki, Étienne Klein et Sandrine Trainer pour une grande dictée façon Alphonse Daudet. Un banquet imaginaire, alors préparez vos fourchettes, un papier et un stylo. Sans oublier pour la minute de fin, le jeu de mots de notre malicieux physicien. France Culture. En français dans le texte, Olivia Gesbert. Poussé dans le cratère d'un volcan par son oncle le professeur Lindenbrock, un savant épris de minéralogie, Axel va vivre des aventures extraordinaires. Ah, quel voyage, quel merveilleux voyage, s'écrira-t-il à la fin de l'histoire. L'aventure commence par un message tombé des pages d'un vieux livre, signé du nom d'un alchimiste islandais du XVIe siècle. Il reste indéchiffrable ce message, jusqu'à ce que le hasard donne à Axel les clés de l'énigme. Le vieil alchimiste indique un chemin possible dans les entrailles de la Terre jusqu'à son centre. Enthousiaste, le professeur Lidenbrock achève bientôt les préparatifs du voyage. Le savant et son neveu gagnent l'Islande et ils y font la connaissance de Hans, qui sera leur guide dans les régions polaires et leur compagnon dans les régions souterraines. Au-delà des fjords, au-dessous du 65e parallèle nord, se trouve le Snaffle, un volcan éteint depuis plusieurs siècles. C'est dans son cratère que l'alchimiste islandais situe son passage vers le centre de la Terre. Nos aventuriers descendent alors des parois abruptes, parcourent des galeries dans lesquelles ils s'égarent, visitent une grotte de diamants, découvrent une mer à qui ils donnent leur nom, naviguent sous une tempête folle, trouvent un port qu'ils baptisent Grauben, du nom de la fiancée d'Axel. La géographie des profondeurs réserve d'autres surprises encore sur les rivages de cette mer souterraine, car le voyage sous la surface terrestre est une aventure vers les temps passés. Le sol, primordial, conserve les restes d'animaux antédiluviens. Une flore inattendue vit dans cette région privée de la lumière du soleil. Des monstres marins surgissent de la mer intérieure, offrant le spectacle d'un terrible combat. Plus loin, dans un immense ossuaire, c'est devant le corps fossilisé d'un être humain que nos héros s'émerveillent. Axel s'interroge alors. Jusqu'ici, les monstres marins, les poissons seuls nous étaient apparus vivants. Quelque homme de l'abîme errait-il encore sur ces grèves désertes ? Nous sommes là, au chapitre 38 du Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Et c'est ici que commence notre extrait. On écoute tout de suite la lecture que nous en fait la comédienne Irène Jacob et on se retrouve dans une dizaine de minutes pour l'analyser. Pendant une demi-heure encore, nos pieds foulèrent ces couches d'ossements. Nous allions en avant, poussés par une ardente curiosité. Quelles autres merveilles renfermait cette caverne ? Quel trésor pour la science ? Mon regard s'attendait à toutes les surprises, mon imagination à tous les étonnements. Les rivages de la mer avaient depuis longtemps disparu derrière les collines de l'ossuaire. L'imprudent professeur, s'inquiétant peu de s'égarer, m'entraînait au loin. Nous avancions silencieusement, baignés dans les ondes électriques. Par un phénomène que je ne puis expliquer, et grâce à sa diffusion, complète alors, la lumière éclairait uniformément les diverses faces des objets. Son foyer n'existait plus en un point déterminé de l'espace, et elle ne produisait aucun effet d'ombre. On aurait pu se croire en plein midi et en plein été, au milieu des régions équatoriales, sous les rayons verticaux du soleil. Toute vapeur avait disparu. Les rochers, les montagnes lointaines,
Quelques masses confuses de forêts éloignées prenaient un étrange aspect sous l'égale distribution du fluide lumineux. Nous ressemblions à ce fanatique personnage d'Hoffmann qui a perdu son ombre. Après une marche d'1 mille, apparut la lisière d'une forêt immense, mais non plus un de ces bois de champignons qui avoisinaient Port Graüben. C'était la végétation de l'époque tertiaire dans toute sa magnificence. De grands palmiers, d'espèces aujourd'hui disparues, de superbes palmacites, des pins, des ifs, des cyprès, des thuas, représentaient la famille des conifères et se reliaient entre eux par un réseau de lianes inextricables. Un tapis de mousse et d'hépatique revêtait moelleusement le sol. Quelques ruisseaux murmuraient sous ces ombrages, peu dignes de ce nom puisqu'ils ne produisaient pas d'ombre. Sur leurs bords croissaient des fougères arborescentes semblables à celles des serres chaudes du globe habité. Seulement la couleur manquait à ces arbres, à ces arbustes, à ces plantes, privées de la vivifiante chaleur du soleil. Tout se confondait dans une teinte uniforme, brunâtre, et comme passée. Les feuilles étaient dépourvues de leur verdeur, et les fleurs elles-mêmes, si nombreuses à cette époque tertiaire qui les vit naître alors sans couleur et sans parfum, semblaient faites d'un papier décoloré sous l'action de l'atmosphère. Mon oncle Lidenbrock s'aventura sous ces gigantesques taillis. Je le suivis non sans une certaine appréhension. Puisque la nature avait fait là les frais d'une alimentation végétale, pourquoi les redoutables mammifères ne s'y rencontreraient-ils pas? J'apercevais dans ces larges clairières que laissaient les arbres abattus et rongés par le temps des légumineuses, des acérinées, des rubiacées et 1000 arbrisseaux comestibles chers aux ruminants de toutes les périodes. Puis apparaissaient confondus et entremêlés les arbres des contrées si différentes de la surface du globe. Le chêne croissant près du palmier, l'eucalyptus australien s'appuyant au sapin de la Norvège, le bouleau du Nord confondant ses branches avec les branches du coris zélandais. C'était à confondre la raison des classificateurs les plus ingénieux de la botanique terrestre. Soudain je m'arrêtai. De la main, je retins mon oncle. La lumière diffuse permettait d'apercevoir les moindres objets dans la profondeur des taillis. J'avais cru voir, non. Réellement, de mes yeux, je voyais des formes immenses s'agiter sous les arbres. En effet, c'étaient des animaux gigantesques. Tout un troupeau de mastodontes, non plus fossiles, mais vivants, et semblables à ceux dont les restes furent découverts en 1801 dans les marais de l'Ohio. J'apercevais ces grands éléphants dont les trompes grouillaient sous les arbres comme une légion de serpents. J'entendais le bruit de leurs longues défenses dont l'ivoire taraudait les vieux troncs. Les branches craquaient, et les feuilles arrachées par masses considérables s'engouffraient dans la vaste gueule de ces monstres. Ce rêve où j'avais vu renaître tout ce monde des temps antéhistoriques des époques ternaires et quaternaires se réalisait donc enfin. Et nous étions là, seuls, dans les entrailles du globe, à la merci de ces farouches habitants. Mon oncle regardait. « Allons, dit-il tout d'un coup, en me saisissant le bras. « En avant, en avant !»« Non !» m'écriai-je, « non, nous sommes sans armes. Que ferions-nous au milieu de ce troupeau de quadrupèdes géants? Venez, mon oncle, venez. Nulle créature humaine ne peut braver impunément la colère de ces monstres. »« Nulle créature humaine, » répondit mon oncle en baissant la voix. « Tu te trompes, Axel. Regarde, regarde là-bas. Il me semble que j'aperçois un être vivant, un être semblable à nous, un homme. » Je regardai haussant les épaules et décidai à pousser l'incrédulité jusqu'à ses dernières limites. Mais quoi que j'en eus, il fallut bien me rendre à l'évidence. En effet, à moins d'un quart de mille, appuyé au tronc d'un coris énorme, un être humain, un protée de ces contrées souterraines, un nouveau fils de Neptune, gardait cet innombrable troupeau de mastodontes. Imanis pecoris custos imanior ipse. Oui, imanior ipse. Ce n'était plus l'être fossile dont nous avions relevé le cadavre dans l'ossuaire, c'était un géant capable de commander à ces monstres. Sa taille dépassait 12 pieds. Sa tête, grosse comme la tête d'un buffle, disparaissait dans les broussailles d'une chevelure inculte. On eût dit une véritable crinière, semblable à celle de l'éléphant des premiers âges. Il brandissait de la main une branche énorme, digne houlette de ce berger antédiluvien. Nous étions restés immobiles, stupéfaits. Mais nous pouvions être aperçus, il fallait fuir. « Venez, venez !» m'écriai-je, en entraînant mon oncle qui pour la première fois se laissa faire. Un quart d'heure plus tard, nous étions hors de la vue de ce redoutable ennemi.
Et maintenant que j'y songe tranquillement, maintenant que le calme s'est refait dans mon esprit, que des mois se sont écoulés depuis cette étrange et surnaturelle rencontre, que penser, que croire? Non, c'est impossible. Nos sens ont été abusés, nos yeux n'ont pas vu ce qu'ils voyaient. Nulle créature humaine n'existe dans ce monde subterrestre. Nulle génération d'hommes n'habite ces cavernes inférieures du globe, sans se soucier des habitants de sa surface, sans communication avec eux. C'est insensé, profondément insensé. J'aime mieux admettre l'existence de quelque animal dont la structure se rapproche de la structure humaine, de quelques singes des premières époques géologiques, de quelques protopithèques, de quelques mésopithèques, semblables à celui que découvrit M. Lartet dans le gîte ossifère de Sansan. Mais celui-ci dépassait par sa taille toutes les mesures données par la paléontologie moderne. N'importe. Un singe, oui, un singe, si invraisemblable qu'il soit. Mais un homme vivant, et avec lui toute une génération enfouie dans les entrailles de la terre, jamais. Cependant nous avions quitté la forêt claire et lumineuse, muets d'étonnement, accablés sous une stupéfaction qui touchait à l'abrutissement. Nous courions malgré nous. C'était une vraie fuite, semblable à ces entraînements effroyables que l'on subit dans certains cauchemars. Instinctivement, nous revenions vers la mer Lidenbrock, et je ne sais dans quelle divagation mon esprit se fut emporté, sans une préoccupation qui me ramena à des observations plus pratiques. Bien que je fusse certain de fouler un sol entièrement vierge de nos pas, j'apercevais souvent des agrégations de rochers dont la forme rappelait ceux de Port Kreuben. Cela confirmait d'ailleurs l'indication de la boussole et notre retour involontaire au nord de la mer Lidenbrock. C'était parfois à s'y méprendre. Des ruisseaux et des cascades tombaient par centaines des saillies de roc. Je croyais revoir la couche de sur-Tarbrandure, notre fidèle Hansbach et la grotte où j'étais revenu à la vie. Puis quelques pas plus loin, la disposition des contreforts, l'apparition d'un ruisseau, le profil surprenant d'un rocher venaient me rejeter dans le doute. Le professeur partageait mon indécision. Il ne pouvait s'y reconnaître au milieu de ce panorama uniforme. « Évidemment, lui dis-je, nous n'avons pas abordé à notre point de départ, mais la tempête nous a ramenés un peu au-dessous, et en suivant le rivage, nous retrouverons Port Kreuben. »« Dans ce cas, répondit mon oncle, il est inutile de continuer cette exploration, et le mieux est de retourner au radeau. Mais ne te trompes-tu pas, Axel? Il est difficile de se prononcer, car tous ces rochers se ressemblent. Il me semble pourtant reconnaître le promontoire au pied duquel Hans a construit son embarcation. Nous devons être près du petit port, si même ce n'est pas ici, ajoutai-je en examinant une crique que je crus reconnaître. Mais non, Axel, nous retrouverions au moins nos propres traces, et je ne vois rien. Mais je vois, moi, m'écriai-je en m'élançant vers un objet qui brillait sur le sable. Qu'est-ce donc? Ceci, répondis-je, et je montrai à mon oncle un poignard couvert de rouille que je venais de ramasser. Tiens, dit-il, tu avais donc emporté cette arme avec toi? Moi? Aucunement. Mais vous? Non pas que je sache, répondit le professeur. Je n'ai jamais eu cet objet en ma possession. Voilà qui est particulier. Mais non, c'est très simple, Axel. Les Islandais ont souvent des armes de cette espèce et Hans, à qui celle-ci appartient, l'a perdue. Je secouai la tête. Hans n'avait jamais eu ce poignard en sa possession. Est-ce donc l'arme de quelque guerrier antédiluvien? M'écriai-je. D'un homme vivant? D'un contemporain de ces gigantesques bergers? Mais non, ce n'est pas un outil de l'âge de pierre, pas même de l'âge de bronze. Cette lame est d'acier. Mon oncle m'arrêta net dans cette route où m'entraînait une divagation nouvelle, et de son ton froid, il me dit « Calme-toi, Axel, et reviens à la raison. Ce poignard est une arme du XVIe siècle, une véritable dague, de celle que les gentilshommes portaient à leur ceinture pour donner le coup de grâce. Elle est d'origine espagnole. Elle n'appartient ni à toi, ni à moi, ni aux chasseurs, ni même aux êtres humains qui vivent peut-être dans les entrailles du globe. Oserez-vous dire « Vois, elle ne s'est pas ébréchée ainsi à s'enfoncer dans la gorge des gens. Sa lame est couverte d'une couche de rouille qui ne date ni d'un jour, ni d'un an, ni d'un siècle. » Le professeur s'animait suivant son habitude, en se laissant emporter par son imagination. « Axel, reprit-il, nous sommes sur la voie de la grande découverte. Cette lame est restée abandonnée sur le sable depuis 100, 200, 300 ans et s'est ébréchée sur les rocs de cette mer souterraine. Mais elle n'est pas venue seule, m'écriai-je. Elle n'a pas été se tordre d'elle-même. Quelqu'un nous a précédés. Oui, un homme. Et cet homme a gravé son nom avec ce poignard.
Cet homme a voulu encore une fois marquer de sa main la route du centre. Cherchons! Cherchons! Et prodigieusement intéressés, nous voilà longeant la haute muraille, interrogeant les moindres fissures qui pouvaient se changer en galeries. Nous arrivâmes ainsi à un endroit où le rivage se resserrait. La mer venait presque baigner le pied des contreforts, laissant un passage large d'une toise au plus. Entre deux avancées de roc, on apercevait l'entrée d'un tunnel obscur. Là, sur une plaque de granit, apparaissaient 2 lettres mystérieuses, à demi rongées, les 2 initiales du hardi et fantastique voyageur. A.S. A.S. s'écria mon oncle. Arnesac nous sommes. Toujours Arnesac nous sommes. C'était la comédienne Irène Jacob pour cette lecture d'un extrait du Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. Et maintenant, l'analyse de ce texte avec le professeur Laurent Bernal du lycée Clément Ader d'Athis-Mons. Voilà ce que nous dit notre professeur. Voyage au centre de la Terre compte parmi les premiers romans de Jules Verne. Publié en 1864 avec le concours de l'éditeur Pierre-Jules Hetzel, le roman est édité une seconde fois, 3 ans plus tard, illustré et augmenté de 2 chapitres. L'extrait que vous venez d'écouter en est issu. Récits de voyage, récits d'aventure, la série des 80 récits intitulés Voyages extraordinaires fait le tour du globe et déborde même vers le ciel, les abysses et les abîmes. Au cours de ces voyages, en Allemagne et en Scandinavie, Jules Verne, l'auteur, a parcouru certains des paysages qu'il décrit. Il est aussi un lecteur à la curiosité infinie et au savoir encyclopédique. Il invente la matière de ses romans, puisant dans tous les champs de la connaissance les plus contemporains pour lui. Pour écrire Voyage au centre de la Terre, Jules Verne a lu La Terre avant le déluge de Louis Figuier, ouvrage de vulgarisation scientifique paru en 1862, illustré par des gravures de Rioux. C'est à Rioux que Hetzel, l'éditeur de Verne, confiera l'illustration de Voyage au centre de la Terre. Dans l'imaginaire collectif, ce texte est souvent indissociable de ses premières gravures. Verne était d'ailleurs soucieux de la précision des illustrations de ses œuvres. Le voyage offre dès lors un panorama du monde où s'articulent l'imaginaire visuel et la rêverie poétique, où se rencontrent le savoir et la fiction, où la science, enfin, cède volontiers le pas au merveilleux. Dans un article publié en 1913, le futur directeur de la Nouvelle Revue Française, Jacques Rivière, écrit à propos du roman d'aventure que c'est un roman qui s'avance à coups de nouveautés. Le chapitre 39 du Voyage au centre de la Terre s'ouvre sur une interrogation qui suspend le regard. Pendant une demi-heure encore, nos pieds foulèrent ces couches d'ossements. Nous allions en avant, poussés par une ardente curiosité. Quelles autres merveilles renfermait cette caverne? Quel trésor pour la science? Mon regard s'attendait à toutes les surprises, mon imagination à tous les étonnements. Le chapitre se construit selon un mouvement de découvertes successives. Plus les personnages avancent, plus leur certitude s'éloigne. La lumière projetée dans la grotte par un phénomène électrique est par exemple trompeuse. Loin de révéler le paysage, sa clarté uniforme en efface tout point de repère. Et le foyer de cette lumière reste introuvable. Elle n'émane d'aucun centre, de telle sorte que la quête des personnages, précisément tournée vers le centre de la Terre, ne trouve aucun repère pour se diriger. À la fin du chapitre, la trajectoire qu'ils croyaient rectiligne leur apparaît rétrospectivement en spirale. Ils croyaient gagner un centre, ils ont en fait gravité autour. Le récit se dirige à coups de nouveautés, comme on l'évoquait, d'un phénomène inexplicable vers un paysage indescriptible. S'étant éloigné du rivage, Axel et son oncle découvrent une forêt de l'époque tertiaire, décrite par Jules Verne avec la précision d'un botaniste. Palmacites, hépatiques, légumineuses, acérines, rubiacées, ces noms chantent pour l'oreille autant qu'ils composent pour les yeux le paysage paradoxal de gigantesques taillis.
Poussé par l'élan de l'aventure, le récit se prolonge vers une découverte plus stupéfiante encore, celle de mastodontes. Nulle créature humaine ne peut braver impunément la colère de ces monstres, prévient Axel pour éloigner son oncle intrépide du danger qui le menace. Mais un nouveau phénomène surgit alors qui met à mal cet axiome, les monstres ont un berger humain. Ultime effet de surprise, la découverte du poignard de Saknussemm et de ses initiales gravées sur une roche relance la quête des voyageurs qui croyaient s'être égarés. Quelle valeur peut-on donner à l'aventure d'Axel et de son oncle ? Ce ne sont pas des héros, ils ont fui devant le danger du géant au lieu de l'affronter. Leur voyage n'en reste pas moins une aventure, celle d'un savoir qui se construit dans des visions fantastiques et se conforte au gré de découvertes inattendues. Axel et Lidenbrock sont les spectateurs du monde souterrain qu'ils traversent. Le sens de la vue est en effet saturé dans notre extrait. Axel hésite par ailleurs entre confiance et défiance à l'égard de ses propres visions. « J'avais cru voir, dit-il. Non, réellement, de mes yeux, je voyais des formes immenses s'agiter sous les arbres. » Ces visions sont toutes droit sorties d'une rêverie devant un ossuaire raconté au chapitre 32. Les ossements préhistoriques s'incarnent pour Axel dans des formes vivantes et ça paraît invraisemblable. Pourtant, la fiction est investie de savoirs paléontologiques contemporains qui donnent à l'univers qu'elle décrit le caractère concret d'une observation scientifique. Même si cette vision souterraine relève avant tout de la fiction, 2 illustrations de Rioux, dans l'édition de Hetzel, relaient cette vision fantastique d'Axel. Imprimées comme des photogrammes en négatif, les illustrations rendent compte de la surexposition de la grotte, illuminée par un phénomène électrique. Elles représentent la luxuriance et le chaos de la végétation primitive. Sur la première, par exemple, le geste émerveillé du professeur Lidenbrock se distingue à côté de son neveu qui, lui, vacille. Le 19e siècle positiviste était admiratif des dispositifs techniques qui permettaient de montrer au plus grand nombre ce que l'œil du savant observait à la faveur du microscope, de la lunette astronomique ou de l'exploration géographique. Les gravures de Rioux participent à la dimension pédagogique du livre de Jules Verne, tel que l'a voulu son éditeur, le fameux Hetzel. Dans un article qu'il consacre à l'œuvre de Jules Verne, Michel Foucault écrit que ses romans forcent un monde ignoré à se découvrir devant des spectateurs instruits avant de retourner dans sa retraite. Écoutez, les personnages traversent un monde de vérité qui demeure indifférent et qui se referme sur soi aussitôt qu'ils sont passés. Quand ils reviennent, ils ont vu et appris, certes, mais rien n'est changé, ni sur le visage du monde, ni dans la profondeur de leur être. Le monde souterrain, dans son étrangeté, se livre comme un spectacle à Lidenbrock et à Axel qui en tirent un savoir. Des êtres antédiluviens y vivent dans la nuit des premiers âges du monde, indifférents aux spectateurs qui les observent. Axel, à son retour, écrira le récit d'un voyage au centre de la Terre. Le professeur Lidenbrock sera reconnu pour son exploration pionnière. Mais le labyrinthe dans lequel ils ont circulé demeure un monde clos sur son mystère. L'imaginaire poétique se mêle au discours du savoir et ouvre le monde subterrestre aux mythes et aux rêves. Pour conclure cette analyse, le professeur Laurent Bernal souhaitait attirer votre attention sur un point encore, cet imaginaire poétique qui est développé dans l'œuvre de Jules Verne. Le voyage d'Axel et de son oncle, en fait, n'est-il qu'une hallucination ? L'exploration de l'abîme est-elle une rêverie sur le personnage de Saknussemm, cet alchimiste imaginaire, dont la bibliothèque de Hambourg conserve le manuscrit déposé par le professeur Lidenbrock ? Le roman de Jules Verne relève de la fiction encyclopédique. L'érudition dont il fait preuve est parfois un rêve devant des signes écrits. Ce sont des signes présentés à des esprits rêveurs, prêts à s'engouffrer dans l'aventure, à tourner les pages du livre comme on lèverait une à une les couches de l'écorce terrestre. Au hasard de leur fuite devant le colosse, Axel et son oncle découvrent un poignard qui les conduit jusqu'à une inscription, celle des initiales d'Arne Saknussemm. Gravées à la lame d'acier, ces 2 lettres confirment le sens de leur quête et font de Saknussemm le scripteur d'une aventure qui inscrit leurs pas dans les siens. Devant la pierre écrite, le professeur Lidenbrock fait l'éloge d'un merveilleux génie. « À d'autres regards que les tiens, tu as réservé la contemplation de ces merveilles, écrit Jules Verne. Ton nom gravé d'étape en étape conduit droit à son but, le voyageur assez audacieux pour te suivre, et, au centre même de notre planète, il se trouvera encore inscrit de ta propre main. Eh bien, moi aussi, j'irai signer de mon nom cette dernière page de granit. »
Le lecteur est partie prenante de cette rêverie sur les lettres d'un nom que le livre lui présente à chaque étape de son voyage. L'image, dans sa simplicité, n'a pas besoin d'un savoir. Elle est le bien d'une conscience naïve. En son expression, elle est jeune langage. Voilà les mots du philosophe Gaston Bachelard qui s'appliquent si bien à ce voyage que nous propose Jules Verne. Le lecteur de Voyage au centre de la Terre est invité à s'émerveiller en lisant un livre d'images, celles d'un monde ancien qui ont recouvert les strates successives des formations géologiques, mais aussi celles tout aussi inconnues d'un langage créateur de mondes nouveaux. Et maintenant, tous à vos livres. Je vous invite à relire ou à lire tout simplement Le Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Un grand merci encore à Laurent Bernal du lycée Clément Ader d'Athis Mons pour son analyse précieuse de ce texte de Jules Verne. Un papier, un stylo, c'est l'heure de la grande dictée de Rachid Santaki, dictée très spéciale à l'occasion des fêtes, que nous avons enregistrée au Théâtre de la Ville. À tout de suite. Le contrebassiste Diego Humbert et le pianiste guadeloupéen Alain Jean-Marie se trouvent et se retrouvent pour un album hommage à l'un des plus grands jazzmen, le pianiste Bill Evans. L'album Interplay, The Music of Bill Evans est dans les bacs depuis fin novembre. France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment la voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles, et ne font que marquer les diverses articulations d'un voix. Il y a 5 voyelles ou voix, A, E, I, O, U. J'entends tout cela.
La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. 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 La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A. E. A. E. A. E. Et la voix I en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A. E. I. A, E, I. 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 Cela est vrai. Vive la science! Extrait du Bourgeois gentilhomme, une réalisation de 1968 avec Michel Serrault en Monsieur Jourdain et Henri Virlogeux qui est ici le maître de philosophie. C'est une leçon d'orthographe pour Monsieur Jourdain qui semble trouver cet exercice-là plus simple quand même que la philosophie, voire Étienne Klein peut-être que de la physique. En tout cas, on va voir si pour vous, l'orthographe, les mots sont plus faciles à manier que les concepts physiques et astrophysique à nos côtés. C'est un test. C'est un test pour vous. À mes côtés, Rachid Santaki, bonjour. Bonjour Olivia. Et Sandrine Trainer, notre deuxième invitée, bonjour. Bonjour. Étienne Klein, enfin avec nous pour cette dictée particulière. Un grand merci aux équipes du Théâtre de la Ville qui nous accueillent ici chez elles pour cette dictée géante et bienvenue à vous qui nous suivez sur France Culture ou en vidéo via le Facebook Live de France Culture. C'est la dictée des fêtes et du coup, on avait envie d'inviter Sandrine Trainer à qui il revient à l'initiative de cette dictée sur notre antenne et Étienne Klein qui chaque samedi nous précède et nous succède avec son anagramme. Aujourd'hui c'est fête, on va pas se quitter en fait. Et non, c'est parti. C'est parti. On va vous faire un petit rappel des règles ensemble, Rachid, comment nous allons procéder avant d'ouvrir la discussion sur cette dictée. Une première lecture, comme à chaque fois pour se mettre le texte dans l'oreille. Une seconde un peu moins rapide pendant laquelle vous allez pouvoir prendre note, écrire, puis on va se relire ensemble avec une lecture-correction et trouver les réponses à vos questions sur les points de grammaire ou d'orthographe qui auraient pu poser question les zones d'ombre de ce texte. Rachid, qu'est-ce que vous avez choisi comme extrait? Quel classique? Quel sera le sujet de cette dictée? Alors le sujet sera Noël, évidemment. Et donc c'est un extrait des Lettres de Montmoulin, le récit des Trois Messes basses, qui est tout simplement un des recueils, et c'est un récit de Noël. D'accord, un extrait des Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Première lecture avec vous, Rachid Santaki. C'est parti. Jésus Maria, moi qui aime tant les truffes, donne-moi vite mon surplis, Garrigou. Et avec les dindes, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine? Oh, toutes sortes de bonnes choses. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, des huppes, des gélinottes, des coqs de bruyère. Fin de la dictée pour les écoliers. La plume en volait partout. Puis, de l'étang, on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites. Grosses comment les truites, Garrigou? Grosses comme ça, mon révérend. Énormes. Oh, Dieu, il me semble que je les vois. As-tu mis le vin dans les burettes? Oui, mon révérend, j'ai mis le vin dans les burettes. Mais dame, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Point final. Moi, je sais déjà où sont mes fautes. D'accord. Je la fais quand même ou... Tu peux les corriger alors. On va voir. C'est parti pour la seconde lecture. C'était une mise en bouche en fait. C'est ça, maintenant Oui. on y va. Non, c'est sérieux. Ouais. Jésus Maria, point d'exclamation. Jésus Maria, point d'exclamation. Moi qui aime tant les truffes, point de suspension. Jésus Maria, point d'exclamation. Moi qui aime tant les truffes, point de suspension. Donne-moi vite mon surplis, virgule. Donne-moi vite mon surplis, virgule. Garrigou. Je vais vous appeler Garrigou. G majuscule A2RIGOU. Donne-moi vite mon surplis, virgule. Garrigou. Point de suspension. Et avec les dindes, virgule. Et avec les dindes, virgule. Et avec les dindes, virgule. Qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine? Point d'interrogation et point de suspension. Qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine? Point d'interrogation, point de suspension. Tiré du dialogue.
O, point d'exclamation. O, point d'exclamation. Toutes sortes de bonnes choses, point de suspension. O, point d'exclamation. Toutes sortes de bonnes choses, point de suspension. Toutes sortes de bonnes choses, point de suspension. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, virgule. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, virgule. Des huppes, virgule. Des huppes, virgule. La fameuse huppe. Des U. Huppes. Ah, des huppes. Des Bah oui. huppes, virgule. C'est ce qu'on a mangé hier soir, les huppes. Des huppes, virgule. Vous C'est tentez vrai, de me hein. déconcentrer. Hein. Je vais rester concentré. Des huppes, virgule. Des gélinotes, virgule. Bon, alors là, ça se corse. Des huppes, virgule. Des gélinotes, virgule. Attendez. Des Pas si huppes, facile. J'ai une virgule. note, Des gélinotes, virgule. J'ai une note sur 20. Des gélinotes, virgule. J'ai les mauvaises notes. Des coques de bruyère. Des coques de bruyère. Point. Des gélinotes, virgule. Des coques de bruyère. Point. Fin de la dictée pour les écoliers. Donc nous, on s'arrête. Non, il faut quand même se comporter en patronne, Sandrine Trainer. Des coques de bruyère. Point. Fin de la dictée pour les écoliers. La plume en volait partout. Point de suspension. 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 Puis de l'étang. On a apporté. Puis de l'étang. On a apporté des anguilles, virgule, des anguilles, virgule. Sous roche. Puis de l'étang, on a apporté des anguilles, virgule, des carpes dorées, virgule, des carpes dorées, virgule. On a apporté des anguilles, virgule, des carpes dorées, virgule, des truites, virgule, des truites, virgule, des points de suspension. Des carpes dorées, virgule, des truites, virgule, des points de suspension. Nouveau tiret, donc un tiret, on tourne à la ligne, tiret. Grosse comment, virgule. Grosse comment, virgule. Les truites, virgule. Grosse comment, virgule. Garrigou, point d'interrogation. Grosse comment, virgule. Les truites, virgule. Garrigou, point d'interrogation. Retour à la ligne et toujours ce tiret. Grosse comme ça, virgule. On est au théâtre de la ville, hein. Vous pouvez aussi faire des gestes. Rachid Santaki, Grosse comme ça, virgule. la truite. Non, mais une Les truite, ça n'a jamais fait cette taille-là. C'est énorme, là. Perf, C'est hein. plus que grosse, là. C'est Une énorme. truite, c'est... Une grosse truite, c'est comme ça. je Voilà, il pense. s'agit de donner envie. En fait. Ouais. Comme Ouvrir ça. l'appétit. Tiret grosse comme ça, virgule. Mon révérend, point de suspension. Grosse comme ça, virgule. Mon révérend, point de suspension. Énorme, point d'exclamation. Voilà. Ah oui. Jure. Grosse comme ça, virgule. Mon révérend, point de suspension. Énorme, point d'exclamation et point de suspension. Grosse comme ça, virgule. Mon révérend, point de suspension. Énorme, point d'exclamation et point de suspension. Donc on retourne à la ligne, retour à la ligne et de nouveau un tiret. Oh, point d'exclamation. Oh, point d'exclamation. Dieu, virgule. Oh, point d'exclamation. Dieu, virgule. Il me semble que je les vois.
point de suspension. Oh, point d'exclamation. Dieu, virgule. Il me semble que je les vois, point de suspension. As-tu mis le vin dans les burettes? Point d'interrogation. As-tu mis le vin dans les burettes? Point d'interrogation. Je répète, tiret, au point d'exclamation, Dieu, virgule, il me semble que je les vois, point de suspension. As-tu mis le vin dans les burettes? Point d'interrogation. Retour à la ligne et tiret. Oui, virgule, mon révérend, virgule. Oui, virgule, mon révérend, virgule. J'ai mis le vin dans les burettes, point de suspension. Oui, virgule, mon révérend, virgule. J'ai mis le vin dans les burettes, point de suspension. Oui. Et en fait, dans la règle, si on se trompe une fois sur burette et qu'il y a 2 fois le mot burette, on a deux fautes ou une? Non, mais tu on peux est prendre deux très, orthographes différentes. on est très très bienveillant. Ouais. Ça ne compte que comme une faute. Un coup, tu Si mets c'est un vrai. vert, le premier Ouais. coup, tu mets un solaire. Ouais, mais alors après, t'es sûr que forcément, tu vas avoir une Mais t'as faute. qu'une faute, faute, on n'a voilà. pas deux. Ouais, c'est vrai. C'est pascalien comme truc. Oui, virgule, mon révérend, virgule. J'ai mis le vin dans les burettes, point de suspension. Mais dame, point d'exclamation. Voilà. Mais Dame, dame, attention, il y a un piège. Oui. Mais, mesdames. Bah ouais. mais, Bah ouais. dame, point d'exclamation. Ouais. Mais, dame, point d'exclamation. Il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure. Il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant. Mais, dame, point d'exclamation. Il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Point final. Je répète, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Point final. Comment s'est déroulée cette dictée festive? C'est normalement, vous commencez toujours par l'idée que c'est un jeu, cette dictée, qu'il faut s'amuser. Là, vous l'avez pas dit. Hein. Je ne l'ai pas dit? Non. Ah, je pensais que vous Bah, l'aviez. pourtant, Vous aviez. Du coup, on ils ont s'est beaucoup rudement souffert. amusés. Je crois que ça s'est vu. On était concentrés, mais on s'est quand même rudement amusés. Alors, Étienne Klein, notre producteur de la conversation scientifique, comment ça s'est passé? Niveau de Bah, j'ai difficulté l'impression pour que ça vous? s'est bien passé, mais je me méfie de moi-même. Voilà. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de dictée. J'ai l'impression que ça a été, mais je m'attends à quelques surprises humiliantes. Bon, on a eu tout un vocabulaire du registre de la gourmandise. Est-ce que Bah, vous êtes gourmand dans la Les vie? burettes, là, ça me Oui, ça c'est peut-être autre chose. titille. Sandrine Trainer. Hein, moi, c'est plutôt le révérend qui m'a posé des soucis. Je me suis dit que, d'ailleurs, Étienne Klein, lui, il saurait si on mettait une capitale à révérend ou pas, parce Ah. qu'il est plus bercé dans les histoires de révérend que moi. Non, moi, j'en ai pas mis. Ah bah, moi, j'en ai mis Dans un. une sorte de réflexe laïcard. Quand vous dites mon révérend père ou ma révérende mère, là vous n'en mettez plutôt pas et vous pouvez en mettre à père ou à mère par contre. Mais les deux sont possibles. Là en l'espèce, pour Alphonse Daudet, il n'y en a pas. C'est-à-dire que même là où je suis sûr de moi, vous distillez un doute. C'est ça l'idée? Moi, j'avais dit que le révérend m'avait posé des problèmes. Je pense que j'ai un problème avec les révérends. Je rappelle aux auditeurs de France Culture que l'intégralité de la correction de cette dictée est à retrouver à la page d'En français dans le texte sur franceculture.fr. On va reprendre ensemble cette dictée et tenter de soulever et voir avec vous les questions qui ont pu se poser avec Rachid Santaki. Et on commence tout de suite par Jésus-Maria. Trait d'union entre Jésus et Maria. Jésus, bon, hein, Maria, tout va bien. Point d'exclamation. Moi qui aime tant les truffes. Alors, qui a mis une majuscule à moi? Après un point d'exclamation minuscule ou majuscule? Moi, j'ai mis un Sandrine. majuscule. Moi J'ai aussi. mis un majuscule. Alors, Moi vous aussi, avez... il me semble que c'est après le point virgule qu'on n'en met pas et qu'après le point d'exclamation, on en met. Ou après le 2 points. Ça, c'est juste, sauf Ouais. que là, vous avez faux parce que c'est une interjection qui se situe en milieu de phrase. On met une majuscule quand le point d'exclamation vient conclure la phrase. Là, elle se poursuit. Donc c'est une minuscule. Donc minuscule. Et donc, si vous avez fait la faute là, vous l'avez probablement fait par la suite aussi. Ouais. Mais on Ouais. comptera ça que comme une faute. Mm. Moi, qui aime tant les truffes, alors on est à la première personne.
E à la fin, tant, T-A-N-T, les truffes, 2 F, E-S, 3 petits points. 3 petits points, vous aviez juste, Sandrine Prenner. Juste après les 3 petits points, on ouvre avec une majuscule, pour le coup. Pas après le point-virgule, mais aussi après le point. Donne-moi vite mon surplis Garrigou. Alors, Garrigou, vous l'avez appelé finalement, Rachid Santaki? Oui. Non, on en a un à Ouais. France Culture de Garrigou. Ouais, il a s'écrit priori, on sait pareil. tous l'écrire. Ouais. Ouais, on sait tous l'écrire. Mathieu Garrigou-Lagrange, donne-moi vite mon surplis, donne, pas de difficulté, pas de S à donne, hein, D-O-2-N-E, Non. trait d'union, Non. M-O-I, vite mon surplis. Alors surplis, comment l'avez-vous écrit, Sandrine? J'ai hésité à mettre un tiret entre sur et pli, et dans le doute, j'ai mis le tiret en dessous du R, de sorte de pouvoir donner le sentiment de l'avoir mis ou pas. Ah, c'est quand même- Et donc je vous dirai pas en fait si je l'ai mis ou pas, mais Moi, j'ai écrit S-U-R-P-L-I-S. Très bien. Est-ce que Sandrine a mis un S ou pas sur- ouais, elle a mis Elle un a- S. elle a mais plusieurs je dirais, le Dans la tiret, première le tiret version. prête à confusion, mais en même temps il est largement en dessous, donc bon, Alors, C'est un tiret de secours, en fait. c'est ça. C'est ouais. pas mal. alors pour Sandrine, on restera dans le flou, mais pour Étienne, vous êtes dans le juste. Surplis, S-U-R-P-L-I-S, donc toujours avec un S pour un surplis, même au singulier, à la différence de pli, qui n'en prend pas. N'allez pas me demander pourquoi. Parce qu'il est Gare. sur plusieurs plis. C'est un vêtement qu'on met sur un autre vêtement, ça cache les plis. Il y en a toujours plusieurs. Mais on Pour ça allait que vous j'ai le demander, raisonné. Étienne. Merci C'est pour ça beaucoup. que j'ai raisonné. Non mais c'est une tricherie parce qu'il a eu une première partie de sa vie dans les surplis. Et ça, c'est bien. Les surplis de l'armée. Et avec les dindes, virgule, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine? Alors, est-ce qu'il y a des questions qui ont pu se poser là, Rachid? Je pense pas, vous n'avez pas de... Il n'y a pas de difficulté. Non, On a mis aperçu. cuisine au singulier. CCD a aperçu C'est, et cuisine au singulier. ouais. On continue. Oh, toutes sortes de bonnes choses. Pas de majuscule à toutes. On l'aura compris Ouais. désormais après cette Ouais. interjection. D'accord, Oh, ok. Ouais, ok. toutes sortes, Ok. avec ou sans S. Avec. Et bonnes choses, avec ou sans S. Avec. Hum. Avec 2 fois. Pour toutes sortes et pour bonnes choses. Pareil pour moi. Eh ben, c'est ça. On marque la notion de totalité, mais Ah, possibilité aussi c'est de pas d'écrire très sans S. sympathique, Olivia Gesbert, d'avoir essayé de nous faire croire qu'on s'était trompé en mettant des S. On n'est pas là On a pour eu être très sympathique, peur parce que là, on est là d'un coup, pour on avait jouer. 3 fautes. Hein. 4 fautes. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer, infinitif, participe Bah oui, passé, ER à la fin. ER, très Ouais, bien. ouais. Des faisans. Comment vous écrivez faisans? Allez, on y va là peut-être Bah, avec vous, Rachid, pour la suite. FAISANS. Ouais. Oui. FAISANS pour cette suite de saveurs. Et des UP. Alors moi j'ai mis HU 2PES. Moi Parfait, aussi. Très bien. Ça va peut-être se corser à À Gélina. cause de Riquet à la huppe. Les gélinotes, non, c'est pas compliqué. Moi j'ai mis un N et 2 T. Ah, moi, j'ai mis un L et un seul T. Ah, donc c'est effectivement avec 2 T. Ah. Un seul L et 2 T. Ouais, Très bien. bah, c'est une chance sur 2, hein. C'est pas la peine de se vanter non plus. Non, parce que quand on a réfléchi à la question, les probabilités augmentent dans un sens. Parce qu'en plus, t'as réfléchi à la question. Oui, j'ai réfléchi parce que note avec un seul T, je sais pas, visuellement ça m'aurait choqué. Eh ben, Alors, un L, un N, 2 T. En tout cas, on en est là. Qu'est-ce que c'est, les gélinotes? Du coup, les gélinotes, c'est un oiseau tétraonidé des forêts tempérées froides d'Eurasie, sédentaire et omnivore. Voilà, Oui, c'est pour ça qu'on vous a C'est ça pas... qui m'a aidé. On n'a pas pris soin de définir le mot pendant la dictée parce que En les plus, oiseaux en tétraonidés, pas sûr que ça aide pour savoir s'il y a un N ou 2 N. si je peux me permettre, c'est Je vous en quand même parce qu'il a fait la plaisanterie sur les notes sur 20 C'était que pour te j'ai mis tromper. un seul T. Et ben voilà. Comme Donc quoi, j'ai été à demi trompé par mon partenaire de droite. Enfin, moi, hein, je dis ça. Je tiens à préciser que vous m'avez troublé aussi pendant la lecture. Hein. Très dissipé. Ah non, non. Moi nos Ah nos bah, Ah parents. non, on Bon. est très Regardez dissipé. votre C'est directrice. normal, c'est la fin de l'année, on est dissipé. Normal. Des coques de bruyère. Alors, coq. Allons-y, Étienne. C'est un mot que vous COQS, connaissez. Coq. Ouais, ça va. COQS, Très bien. De bruyère. BRUY et accent grave RE. Parfait. S donc à coq, pas à bruyère. Hein. La plume en volait partout. Volet, un mot, 2 mots, en volet. Bah, j'ai hésité là, j'ai mis en 2 mots. Moi aussi. C'est juste. La plume envolait AIT partout, puis de l'étang, on a apporté des anguilles. Étang, vous l'écrivez comment? Avec un G. Oui, ça vient du vieux français estanque, puis le mot a Ouais, dégénéré. C'est pas un texte de Heidegger, hein. Non, pas tout à fait. On a apporté des anguilles, A-N-G-U-I-2-L-E-S, des carpes dorées et E-S, féminin de carpe, des truites et des 3 petits points. Rachid, à vous. Donc, grosse comment, virgule les truites, virgule garigou.
pas de difficulté. On n'oublie Non, pas le parce S à que- grosse, qui s'accorde avec les truites. Tiret grosse comme ça, virgule. Mon révérend. Ah. Point de suspension et END. non, point d'exclamation. Alors, moi j'ai mis une minuscule à R, ou R, mon révérend avec un D à la fin. Oui, il y a un D à la fin. Un D. Oui, Oui. un D. Très bien, c'est bien ça. Donc la question c'est la majuscule. Effectivement. R minuscule, E accent aigu. Donc V, E accent aigu, R, E, N, D. Je trouve que tout ça n'est pas très révérencieux. Eh ben, c'est-à-dire que j'ai bon. Oui, exactement. Ô Dieu, Dieu, là on met à la majuscule, malgré l'interjection, parce qu'on est Ouais. révérencieux envers Dieu. Il me semble que je les vois. As-tu mis le vin dans les burettes? Alors burette peut-être, petite définition de burette, une petite question d'orthographe Petite qui se fiole, pose. non? Oui, Exactement. oui. Ça Moi j'ai mis un solaire et 2 T. Moi aussi. Ouais. C'est bon? Ouais. Donc on continue. Ô mon révérend, suivi de rien, pas de majuscule. J'ai mis le vin dans les burettes. Mesdames, dame, alors pas de majuscule à dame. Je trouve qu'on aurait pu aussi se poser la question, mais non. M-A-I-S, pas mesdames, hein. C'est pas mesdames, c'est mesdames. M-A-I-s, Oui. loin, dame, D-A-M-E. Oui. Il, toujours sans Mais majuscule. Il y a un E à la fin? De quoi? De dame. Oui. Bah oui. Ah, moi j'ai mis DAM. Pourquoi? Comme Ah, grande dame dame. Ned. Ah oui, grande dame. Oui, parce que- Mesdames, grand dame, oh grand dame. Non? Eh ben non. Ben Bah non, voilà. Il y a Et le révérend, donc j'ai remis une majuscule, mais ça compte pas. Non, ça compte ne pas. D'accord. Et comme vous avez remis une majuscule à il après mesdames, ça ne compte pas non plus, parce que c'est une minuscule. Mesdames, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Est-ce que là, il y a des majuscules qui traîneraient dans cette phrase pour vous? Ben, Bah, non, j'en ai mis Non. aucune. Messe, minuit? non. Non, il n'en fallait pas. Vaut, V-A-U-T, pas celui que vous boirez, E-Z, tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Qu'avez-vous pensé de cette dictée? Bah, Moi j'ai qu'une faute, enfin j'ai une faute à dame, et puis l'histoire de majuscules que je considère comme des fautes mineures, bien que ce soit majuscule. donc en fait, tu fais l'exercice et tu te notes, en fait. Je me gélinote. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, la capitale comme toi, le révérend, j'ai jugé bon de lui mettre un R majuscule et je laisserai le doute sur surplis. Mais enfin, bon, objectivement, j'ai lié le R et le P. Voilà. Alors de toute façon, il y a une tradition dans cette émission, c'est Ça fait de signer Non mais c'est une votre, incarnation c'est Étienne Clair de signer votre dictée. Et puis Ah. nous allons prendre une photo que nous mettrons avec votre accord sur le site internet, sur franceculture.fr, pour voir votre calligraphie, la beauté de votre trait, mais aussi pour être sûr que vous n'avez pas triché et qu'il n'y a pas d'érature et que toute faute a été avouée. Pourquoi cette dictée, Sandrine Trainer, tous les samedis? Pourquoi vous aviez envie d'offrir ça aux auditeurs de France Culture? Lorsque nous nous sommes rencontrés avec Rachid Santaki et qu'il m'a raconté ce qu'il faisait et comment il avait commencé à faire des dictées, plutôt dans les banlieues des grandes villes, et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas vu l'exercice intimidant qui pourtant m'intimidait. J'étais pas particulièrement bonne en orthographe quand j'étais petite. Je n'ai vu que l'occasion d'une forme de rassemblement qui, me semble-t-il, prenait au sérieux l'autre, qui avait une forme de respect à se pencher ensemble autour d'un texte et à essayer de savoir voilà, comment ce texte était construit et comment tout ça s'orthographiait. Je trouvais que c'était une belle idée fort respectueuse. Et puis, ça paraissait dingue, évidemment. Alors ça, c'est le fond, puis dans la forme, mais qui est aussi du fond, c'est que ça paraissait dingue de faire ça à la radio, et moi, j'aime bien les trucs qui paraissent dingues. Et c'est À la devenu radio. un exercice plutôt radiogénique. Et en fait, réalité. on s'est Ouais. rendu compte, on l'a testé une fois en direct, hein, on n'en menait pas large, on n'était vraiment pas sûr, et en sortant, en tout cas, on était sûr qu'on avait vraiment envie d'essayer de le faire, et vous le faites très bien tous les deux, donc on est ravis de vous retrouver tous les samedis. On s'amuse bien à vous faire tous souffrir les uns les autres tous les samedis à 17h30, voire parfois à y prendre un peu de plaisir. Il y a de plus en plus aussi d'invités qui nous racontent leur rapport à la dictée. Étienne Klein, je ne sais pas comment c'était pour vous quand vous Moi, étiez j'ai- petit, mais parfois c'était un exercice qu'on aimait beaucoup, qu'on a quitté, peu retrouvé, et avec lequel on se réconciliait aussi pour d'autres invités. Certains pratiquent l'autodictée, c'est-à-dire se font leur propre dictée pour essayer de s'entraîner. C'est aussi un sport de combat. Oui, puis c'est un exercice de rigueur qui est amusant. Et combiner l'amusement et la rigueur, c'est quand même assez rare. Et c'est ce que j'ai ressenti. Au début, j'avais un peu peur. Et puis, au bout de 3-4 lignes, je me suis senti à l'aise et j'ai commis ces quelques erreurs que je regrette, sans doute parce que j'ai cru que c'était trop facile. Est-ce que ça dit quelque chose de votre rapport à la langue aussi, à la langue française, au plaisir que vous y trouvez, à manier, à la lire? dictée géante
Est-ce qu'il y a des anagrammes à la dictée géante? Il y a cadette géniale. Je ne sais pas ce que vous allez pouvoir faire avec ça. Il y en a peut-être d'autres, mais j'ai pas eu le temps de chercher. Mais je vois que Sandrine Trainer opine du chef quand je dis cadette géniale. Et je pense que c'est un signe rassurant. Écrit, en fait. On est le 26 décembre, c'est la fin de l'année. Ça fait 4 mois, Rachid Santaki, déjà qu'on pratique cet exercice tous les samedis ensemble avec beaucoup de plaisir. Tout de suite, c'est l'anagramme d'Étienne Klein. Vous êtes avec nous, Étienne. On va pouvoir en profiter pour cette minute de fin avec vous. Oui, alors on va parler de physique, parce qu'on parle rarement de physique dans les théâtres, et on va parler d'une physique qui renvoie à l'idée de théâtre. Je m'explique. On va chercher ensemble l'anagramme de la théorie de la relativité restreinte. Toute l'expression. Alors je vais vous donner quelques indices en rappelant que cette théorie élaborée par Albert Einstein en 1905 invite à rassembler l'espace et le temps sous la coupe d'une entité unique qu'on appelle l'espace-temps. Que représente-t-il? Tout simplement la trame de l'univers. Il est la vaste scène de théâtre au sein de laquelle se déroulent les événements. Il contient en somme l'intégralité de l'histoire de la réalité, chaque événement passé, présent ou futur, y occupant depuis toujours et pour toujours une place bien déterminée. Une anagramme, c'est le principe, c'est un chamboule-tout avec les mots. Ouais, Pendant ce temps, Sandrine on change et les mots Rachid... et on espère qu'à la fin, on aura un nouveau mot ou une nouvelle expression qui aura du sens. Alors on suspend 1 minute le temps. Sandrine Trainer, Rachid Santaki, la théorie de la relativité restreinte. Ah non, alors, moi, je suis incapable de faire un exercice pareil. Rachid. Alors je vais ajouter un indice, c'est que cette théorie a été vérifiée aux plus petites échelles, au niveau des particules élémentaires, et aux plus grandes échelles, cosmologie. Merci pour l'indice. Est-ce que ça vous aide? Ouais, alors, en indice, vous n'êtes pas très bon, Étienne Klein, si je peux me permettre. Ça dépend pour qui, en fait. Et donc je vais simplement conclure, parce que je pense que vous n'allez pas trouver. Je vais conclure en disant que la théorie de la relativité restreinte donne pleinement sens à son anagramme en ces lieux, puisque cet anagramme n'est autre que vérité théâtrale et loi intersidérale. La théorie de la relativité restreinte égale vérité théâtrale et loi intersidérale. Merci beaucoup à vous, Étienne Klein. Cet anagramme au féminin donc est à retrouver sur franceculture.fr. Merci beaucoup à tous les trois. Toutes les informations sont à retrouver sur la page de l'émission sur franceculture.fr. En français dans le texte, une émission préparée par Sandrine Chaperon avec l'aide de Zora Vignier et surtout avec celle de Catherine Donnet. Dans quelques jours, au 31 décembre, Catherine quittera France Culture après 20 ans de maison, comme on dit, pour commencer une nouvelle aventure, une 3e vie au moins. Toute l'équipe t'embrasse. À la réalisation aujourd'hui, c'était Média Portis-Guérin avec Jérémy Kaufmann à la technique. Un grand merci aux équipes du Théâtre de la Ville, dont Chloé Pateau et Wojciech Noiret, et à celles de Radio France qui ont permis cette dictée hors les murs, comme au spectacle. Andreas Jaffre et Olivia Branger, coordination Franck Malabry, Francesca Fossati, Virginie Noël et Jean-Marc Claus. Rendez-vous en 2021 et d'ici là, très très belle fin de journée sur France Culture.